C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français, le journal qui peut être également consulté sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. Et les titres pour commencer ce journal: le parti CNDD FDD au pouvoir se réjouit du programme du gouvernement de saisir les terres appartenant à l'État, mais qui sont encore dans les mains des familles. Pour certains, c'est une pure régression vers l'idéologie communiste des régimes dictatoriaux. Nous allons revenir sur les activités qui occupent les réfugiés burundais pour gagner les vies. Nous serons dans la ville de Guamagana où mon collègue Franck Kazé a visité certains d'eux. Des témoignages scandaleux des victimes de viols depuis la crise de 2015, les présumés auteurs étant les membres de la milice Imbonerakure et les agents des corps de sécurité. Bienvenue au développement de ce journal, c'est dans un instant. Débutons ce journal par ces révélations de Sabimana Calixte, alias Major Sankara, qui a reconnu les crimes qui lui sont reprochés par le gouvernement rwandais. Il est passé aux aveux ce jeudi alors qu'il comparaissait au tribunal de première instance de Gasabo dans la ville de Kigali, la capitale rwandaise. Sabimana Calixte, qui était le deuxième vice-président du mouvement rebelle FLN, a ensuite demandé pardon au Rwandais et au président rwandais. Le tribunal est chargé de 16 chefs d'accusation. Le même tribunal a donné les preuves qu'il était impliqué dans les attaques du sud du pays qui ont fait 9 morts et 19 blessés. Dans sa défense, il a indiqué que pendant les opérations, il était appuyé par le major Bertin alias Moses, chargé du renseignement extérieur burundais, et le général de brigade Kandiho, responsable du renseignement de l'armée ougandaise. Le tribunal a exigé son maintien en prison pendant 30 jours pour la poursuite des enquêtes. Pour rappel, Sabimana Calixte a été arrêté le 13 avril 2019. Nous poursuivons notre journal politique pour continuer. Le parti CNDD FDD au pouvoir se réjouit que le gouvernement est en train de récupérer les terres qui appartiennent à l'État, comme le secrétaire général de CNDD FDD le dit. Dans un communiqué du secrétaire général, Evariste Ndayishimiye dit que cela fait à l'intérêt général de tout le peuple burundais. On l'écoute. Actuellement, le gouvernement est en train de mettre tout en ordre. Toutes les propriétés qui ont été saisies par le peuple burundais est remis aux nationaux. Certaines propriétés qui ne sont pas entretenues appartiennent au gouvernement, notamment dans la région de Mugamba. Tout simplement, ce sont des gens qui se sont procurés eux-mêmes de ces propriétés et ça restait comme ça depuis longtemps. On demande alors au gouvernement de ressaisir ces propriétés et qu'une propriété qui n'est pas entretenue soit remise aux nationaux pour lutter contre la famine et accroître la production. On ne peut pas saisir la richesse du pays et dire que c'est la vôtre. Que chacun de nous sache que nous sommes des frères. Nous aimerions que toutes les propriétés soient entretenues dans divers projets afin que nous soyons développés. Celui qui se trouve dans l'incapacité d'entretenir sa propriété, qu'il la remet à une coopérative. Peut-être que par la suite, il pourra lui aussi être éveillé. Voilà, c'était le secrétaire général du parti CNDD FDD au pouvoir. La déclaration du secrétaire général du parti CNDD FDD qui dit que tous les domaines fonciers appartiennent à l'État est une atteinte au droit à la propriété pour le peuple burundais. C'est la réaction du docteur Alphonse Lugambarara, ancien ministre au Burundi. Une telle politique rappelle l'idéologie communiste des régimes dictatoriaux de l'ex-URSS ou la Chine de Mao Tse-tung. Pour cet homme politique, cette dictature ne peut pas durer longtemps car une grande partie de la population sera opprimée. On l'écoute. La propriété privée est le premier droit pour un citoyen dans un état de droit, comme on peut le dire. Ce que le pouvoir, ce que le secrétaire général a dit nous rappelle un peu les pouvoirs dictatoriaux de l'ère soviétique ou de l'ère Mao, où l'idéologie de cette époque socialiste ou communiste
refusait la propriété privée et disait que toutes les propriétés sont des propriétés de l'État, sont des propriétés communes, mais cela est dépassé. Même l'Union soviétique ou la Chine ne penserait pas revenir à cette interdiction de la propriété privée. Et je pense que c'est tromper encore une fois la population pour le dire abenegihugu, c'est-à-dire ceux qu'ils considèrent comme leurs citoyens. Dès que la propriété privée est abolie pour tout le monde, ce qu'ils pourront leur donner, ça ne sera qu'un prêt qu'ils pourront reprendre s'ils ne sont pas satisfaits de ce que le citoyen est en train de faire. C'est donc réellement une politique dictatoriale qui ne peut pas durer longtemps parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront brimés. Il faudrait donc que ces dirigeants se reprennent parce qu'ils sont en train d'appliquer des politiques très dépassées et des politiques de contrainte, des politiques dictatoriales qui doivent prendre fin pour que les citoyens puissent jouir de leur propriété. Droits de l'homme, à présent, nous revenons sur les témoignages des femmes violées par les Imbonerakure et les agents de sécurité depuis 2015. La première victime est originaire de l'une des provinces de l'ouest du pays. 2 hommes en tenue militaire l'ont violée alors qu'il cherchait son mari. Quelques jours après, elle décide de fuir vers le Rwanda. C'est là qu'elle s'est rendue compte que les boulots l'ont engrossé et contaminé le virus du VIH-Sida. Aujourd'hui, elle est sous traitement, elle et son enfant. Jewe nari mfise umugabo w'umushoferi avuye ku kazi mbona ajanye aruka. Mon mari était chauffeur. Un jour, il venait de son travail. Rapidement, il a pris sa veste. Je lui ai tout de suite demandé pourquoi il prenait sa veste alors qu'il faisait chaud. Il m'a répondu qu'il partait. Des jours plus tard, 2 hommes sont venus à la maison. Ils ont toqué, j'ai ouvert et ils sont entrés. Ils m'ont demandé où était mon mari. Je leur ai dit que je ne savais pas, qu'il n'était pas là. Ils m'ont dit que je devais dire où il était. L'un d'eux a dit « La femme d'un soldat est un soldat elle aussi. Vous croyez qu'elle va dire un mot ?» Ils portaient tous des tenues militaires. C'était 22 heures. Ils m'ont violée et ils sont partis. J'ai passé 2 semaines à la maison sans sortir. Des gens venaient me voir, je leur disais que je souffrais de la malaria. Par après, la conscience m'est revenue et je me suis dit que je devais fuir moi aussi. Mais je devrais passer par Bujumbura pour me rendre chez moi. Et rien d'autre que l'insécurité qui y régnait. J'ai pas pu rentrer chez nous à Mwaro. Je me suis vite dit que je devais passer par Chibitoke pour me rendre au Rwanda. J'avais un seul enfant de 2 ans 4 mois. Je l'ai vêtu et moi-même, j'ai mis une pagne. J'ai mis mon enfant au dos. J'avais vendu tout le matériel de la maison. Et comme ça, j'ai eu un peu d'argent et je suis partie. Je ne me portais pas bien. Et du coup, je suis arrivée à Gatoré. Et j'étais déjà enceinte, je ne le savais pas. J'ai dit que je ne me sentais pas bien et je me suis rendue à Mahama, là où j'ai raconté au médecin tout ce qui m'était arrivé, que j'ai été violée. Je lui ai demandé si je n'avais pas eu aucun problème. Ils m'ont fait des examens. Effectivement, ils ont vu que j'étais enceinte et malheureusement atteinte du VIH-Sida. Après quelques jours, j'ai retrouvé mon mari. Il entendait que sa femme était dans le camp. C'est probablement mon beau-frère qui lui a dit que j'étais là. Et puis, il est venu me voir, toute alitée à la maison. J'ai raconté tout à mon mari. Et malheureusement, il a dit que, heureusement pour lui qui n'avait pas encore couché avec moi, il ne pouvait pas. Il m'a encore dit qu'il essaierait de m'aider. Il m'a encore dit qu'il essaierait de m'aider comme son ex-femme. Dieu m'a aidé. Les médecins avaient peur que je n'allais pas accoucher. Mais Dieu a fait des miracles. Une deuxième femme de la zone de Chibitoke à Merido, Bujumbura, des policiers l'ont violée après l'avoir dépouillée de son argent. En sous le prétexte qu'elle était une Tutsi, suffisait pour être violée. Au Rwanda, où elle s'est réfugiée, elle vit toujours avec des complications physiques liées à ce viol. Tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu hari saa 5 z'ijoro
En date du 27 mai, vers 23h, j'ai entendu une voix déjà qui était tout près de la porte, intima l'ordre d'ouvrir la porte. C'était 4 policiers. J'ai résisté un instant, leur disant que je ne peux pas ouvrir la porte aux gens à qui je ne connais même pas. Mon mari n'était pas encore rentré. Il avait une mission à l'intérieur. Moi, je les avais toujours dit, mais qui êtes-vous? C'est par après qu'ils m'ont répondu, le pouvoir est à nous maintenant. Moi, par une grande inquiétude, j'ai répondu, et ce pouvoir se trouve dans ma maison. Ils ont en outre foncé vers l'intérieur de la maison. Le petit frère de mon mari avait essayé de résister contre eux, mais il a été tiré à bout portant. Le sang coulait sur le sol quand je sortais de ma chambre. Ils m'ont forcé de pénétrer encore à l'intérieur de la chambre pour leur donner les sous que j'avais sur moi. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Ils m'ont montré un registre auquel il était inscrit mon nom. J'étais numéro 4 pour les personnes qui allaient être tuées, qui étaient recherchées par le service national de renseignement. Parmi ces policiers, j'avais pu reconnaître un connu sous le surnom d'Ongenzi, mais ils m'ont dit, sache que nous ne voulons pas te tuer. Nous voulons tout simplement de l'argent. J'avais fini par accepter que j'ai 150 000 francs, mais je vous en prie, ne me tuez pas. Ils m'ont dit, cet argent ne suffit pas. Du moment où ton mari est un mécanicien et toi commerçante, il doit y avoir une autre somme d'argent. Ces policiers ont commencé à se parler. Il va nous reconnaître. Il est temps de faire un travail. Par conséquent, il a commencé à me déshabiller. Me demanda si je serais Hutu ou pas, ainsi que mon mari. J'avais répondu que je n'en sais rien du tout. Ils m'ont dit qu'ils connaissent déjà le sexe des femmes Hutu, qu'ils veulent maintenant goûter sur le sexe des femmes Tutsi. Ils ont commencé à me violer tour à tour, quand bien même je les avais donné 150 000 francs. Moi j'ai crié en disant, s'il vous plaît, laisse-moi la vie sauve. Ils ont refusé, me disant qu'ils allaient tuer toute ma famille, mais grâce à Dieu, on a été sauvés. J'avais pris un taxi jusqu'au quartier Bouiza, mais le corps du petit frère de mon mari a été resté là-bas. Arrivé à Bouiza, j'ai reçu un coup d'appel. C'était quelqu'un qui m'informait que je suis recherché par le service national de renseignement. Mon mari a été arrêté lui aussi à l'intérieur. Il a été conduit à la prison du Sénère. Moi, j'ai été transféré à l'hôpital où j'ai reçu les premiers soins. Alors, ayant vu que j'étais menacé, j'ai dû prendre le chemin de l'exil. Mais jusqu'à maintenant, je subis toujours des douleurs dues au viol. La troisième victime dans son journal, elle est originaire de la province de Muyinga, au nord du pays, en 2016. Elle a été victime du viol. Des Immonera Koulé, assistés par les policiers, l'ont violée à son domicile alors qu'il était à la recherche de son mari. Sur le chemin d'exil, d'autres Immonera Koulé l'ont dépouillé tout son argent qu'elle avait sur elle avant de franchir la frontière. Aujourd'hui, elle aussi, les bourreaux l'ont contaminée à le VIH-Sida et reçoit des médicaments. On suit. Nahohotewe n'imbonerakure zije kumbaje umugabo wanje maze kubahakanira. J'ai été violée par des Imbonerakure qui venaient chercher mon mari. Je leur ai dit que je ne savais pas où il était. Ils m'ont menacé avec un couteau, me disant que si je ne leur montrerais où est mon mari... Est-ce que tu as reconnu ces Imbonerakure? Non, je ne les ai pas reconnus. C'étaient des militaires. Je leur ai demandé qui ils étaient. Ils m'ont dit, ne nous repose plus de questions. On te demande où est ton mari. Je leur ai dit que je ne savais pas où il était. C'étaient des soldats avec des Imbonerakure. Ces Imbonerakure m'ont dit, comment as-tu su que c'était des Imbonerakure? Parce qu'il y avait parmi eux ceux qui étaient nos voisins sur une autre colline. On y passait lorsqu'on allait cultiver. C'était à 19h. Ces Imbonerakure m'ont violée. Et les soldats étaient en train d'assister, un avec un couteau, un autre avec un fusil dans la main, et puis ils sont partis. J'ai dit aux enfants que nous devons fuir parce que tout ce qui était en train de se passer, c'était parce que leur père n'était pas là. Je leur ai dit, on y va, il faut que nous fuyions, peu importe là où nous dormirons, dans la forêt, Dieu seul sait. J'avais 300 000 francs. Arrivé à la frontière, nous retombons encore une fois sur les autres Imbonerakure. Ils m'ont demandé où j'allais. Je leur ai dit que j'allais rendre visite à mon ami. Ils ont dit, non, c'est impossible, toi tu fuis. J'ai dit, non, moi je ne fuis pas. Pourquoi je fuirais? Je vais rendre visite à mon ami. Ils ont dit,
« Montre-nous tes bagages ». Je leur ai montré et puis ils m'ont dit « Assis-toi là ». Je me suis assis et ils ont fouillé. C'était en 2015 à 16h. Ils ont pris mon argent et mon pagne. Un d'eux a dit « On ne peut pas la rendre ses vêtements ». Un autre « Non, pas question ». Et ils ont pris tout. Je me suis demandé à quel saint me vouer. Celui qui m'a fait traverser a eu pitié de mes enfants. Il a regardé ma peine. Arrivé au Rwanda, j'ai rencontré un ami de mon mari. Il a voulu prendre de mes nouvelles et je lui ai tout raconté. Il m'a donné de l'argent et il a nourri mes enfants. Quand je suis arrivée à Mahama, je me suis retrouvée atteinte du VIH-Sida sans que je n'avais ce problème auparavant. Avant de terminer notre journal, dans notre dernière édition, nous vous faisions part des difficultés des jeunes burundais et réfugiés à Rwamagana. C'est l'une des centres urbains de la République du Rwanda. Dans cette édition, nous parlerons des parents des réfugiés burundais vivant dans cette ville qui éprouvent parfois des difficultés pour faire étudier des enfants et des femmes enceintes dont les grossesses n'ont pas le suivi adéquat. C'est dans ce reportage de Franck Kazi. Aimé Gaïnja est l'une des femmes burundaises réfugiées à Rwamagana. Elle est mère de 3 enfants et elle est sans emploi. Tout comme la plupart des autres femmes dans sa situation, elle éprouve d'énormes difficultés, à commencer par l'accès aux soins, surtout pour les enfants, à cause de l'éloignement de Kigali. C'est difficile parce que le HCR ne nous fait pas soigner ici à Rwamagana. Il nous oblige à aller à Kigali. Aller à Kigali, ce n'est pas facile. Il arrive qu'on n'ait pas l'argent pour payer le transport jusqu'à Kigali, pour arriver à l'hôpital. Que ce soit pour nous ou pour les enfants, c'est compliqué parce que le HCR n'a pas de partenariat avec les hôpitaux d'ici. Les difficultés de se faire soigner deviennent plus problématiques quand il s'agit des femmes enceintes. Toujours pour les mêmes raisons de manque de moyens et d'absence de partenariat entre le HCR et les hôpitaux locaux. Les femmes enceintes ont beaucoup de problèmes parce qu'il y a par exemple des examens qu'on te demande de faire, mais étant donné le manque de moyens et l'impossibilité de se faire soigner ici, il y a beaucoup d'examens que les mamans ne font pas faire parce que cela leur exige d'aller à Kigali et souvent, elles n'ont pas l'argent pour s'y rendre. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Naturellement, cela a des conséquences, aussi bien sur la maman que sur l'enfant, parce qu'elle n'a pas eu le nécessaire quand elle était enceinte. Elle peut souffrir d'anémie, par exemple. Aimé Gaïnja demande au HCR de leur donner la possibilité de se faire soigner sur place. Nous demandons au HCR de nous traiter comme les autres réfugiés. Ils assistent ceux de Kigali, qu'ils le fassent aussi pour nous, là où nous sommes. À part les papiers pour les réfugiés, on ne bénéficie d'aucune autre assistance. Mais les difficultés ne résident pas que dans l'accès aux soins en santé. L'éducation des enfants est également un véritable calvaire. À notre arrivée ici en 2015, ADRA nous assistait en nous donnant des cahiers. Ils nous ont même dit qu'ils allaient payer les frais scolaires, mais ils ne l'ont pas fait. Comme conséquence, les enfants sont alors chassés de l'école par manque d'argent pour payer les frais scolaires. Nous avons beaucoup de problèmes parce que quand nous n'avons pas d'argent, les enfants sont chassés de l'école et ils passent beaucoup de jours à la maison. Nous courons ici et là pour nous endetter pour qu'ils retournent à l'école, mais ils ont beaucoup de retard sur les cours. Les parents demandent au HCR de leur venir en aide parce qu'il y a des enfants qui ne vont plus à l'école et d'autres qui sont recalés à cause des retards dans les cours. Voilà, c'est par ce reportage de Franck Kazi que je mets un peu final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.